Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous, bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne Océan de Coach, chaîne 100% coaching. Ici Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel et aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau bric-à-brac d'idées avec le sujet suivant qui est s'instruire par le livre. Et nous allons tout de suite, d'emblée, commencer par une lecture. Une lecture d'un extrait d'un texte de Joseph Jacotot. Tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre. Texte de Joseph Jacotot, 1770-1840. Enseignement universel, langue maternelle, édition de Pau, Louvain, 1823. Si j'ai commencé par donner à entendre que je suppose une intelligence égale dans dans tous les hommes, mon projet n'est pas de soutenir cette thèse contre qui que ce soit. C'est mon opinion, il est vrai. Cette opinion m'a dirigée dans la succession des exercices qui composent l'ensemble de la méthode, et voilà pourquoi je crois utile de poser en principe tous les hommes ont une intelligence égale. Ce n'est pas là la maxime de tous nos savants, mais c'est celle de Descartes et de Newton, ce qui, pourtant, ne prouve rien. Cependant, dira un critique, si votre méthode est basée sur ce fondement fragile, la base croulant, l'échafaudage, c'est-à-dire la méthode, doit s'écrouler aussi. Je pourrais répondre aux critiques. Si ma méthode conduit à un résultat satisfaisant, la vérité de ce fait ne dépend pas plus de mon opinion que de la vôtre. Quand je ne démontrerai pas clairement que la route doit conduire au but, il ne s'ensuivrait pas que je ne l'ai pas atteint. Si ce livre tombe par hasard entre les mains d'un savant étranger qui veuille diriger une éducation, d'après ma méthode, je me contenterai de lui dire: faites apprendre un livre à votre élève, lisez-le vous-même et souvent, et vérifiez si l'élève comprend tout ce qu'il sait. Assurez-vous qu'il ne peut plus l'oublier. Montrez-lui enfin à rapporter à ce livre tout ce qu'il apprendra par la suite, et vous ferez de l'enseignement universel. Si ce peu de mots ne suffisent pas aux savants, je crains qu'ils ne me comprennent pas davantage en continuant sa lecture, car je ne dirai pas autre chose que ce que je viens de dire. Sachez un livre, rapportez-y tous les autres. Voilà ma méthode. Du reste, variez les exercices dont je parlerai. Changez leur ordre, peu importe. Si vous apprenez un livre et si vous y rattachez tous les autres, vous suivrez la méthode de l'enseignement universel. Ce n'est pas seulement pour commencer par les rudiments que nous nous égarons, c'est parce que nous ne savons même pas les rudiments en sortant du collège. On n'est pas savant parce qu'on a appris, on est savant que lorsqu'on a retenu. Personne ne doute que celui-là serait très savant, qui connaîtrait un livre et qui saurait tous les commentaires auxquels il a donné lieu. Il est vrai que cette supposition est absurde dans la vieille méthode. Ce résultat ne peut être obtenu qu'à force de veille et d'années. Il est le fruit des efforts continuels, d'une mémoire qui se comble sans cesse sous le fait d'un nombre prodigieux de réflexions nouvelles, éparses, sans ordre et par conséquent sans liaison. Mais ce qui paraît impossible devient un jeu quand on commence par savoir un livre. Il est aisé de s'apercevoir que tous les autres livres ne sont autre chose que le commentaire et le développement des idées contenues dans le premier. C'est cette remarque, c'est cet exercice que nous appelons tout est dans tout, qui rend facile l'acquisition d'un nombre illimité de connaissances nouvelles. N'apprenez donc jamais rien sans le rapporter au premier objet de vos études. Cet exercice doit durer toute votre vie.
Si l'homme a la faculté de raisonner sur des faits, en le supposant seul sur la terre, quel fait plus digne de son attention que son semblable qui réfléchit et qui lui communique ses réflexions sur les faits dont ils sont témoins en même temps. Les pensées de l'un deviennent un nouveau sujet de pensée pour l'autre. Et quand la leçon du maître n'aurait que cet avantage, rien ne peut la remplacer, même pour les hommes de génie s'il y en a. Mais écouter n'est profitable que lorsqu'on s'entend. La leçon orale est bien fugitive. Le livre reste là. Je puis l'ouvrir quand il me plaît, tandis que les paroles s'envolent. On ne peut plus les retrouver. J'ai souvent dit à mes auditeurs, tant que vous ne ferez que m'écouter, vous n'apprendrez rien. Vous ne retiendrez rien. Vous ne me comprendrez même pas. Ayez un livre commun entre vos élèves et vous. Sachez-le tous. Parlez alors tant qu'il vous plaira. Ils comprendront tout ce que vous direz, ils le retiendront sans peine et ils iront 8 fois plus vite que les autres. Si nous avions retenu tout ce que nous ont dit les 10 ou 12 discoureurs successifs que nous avons entendus parler quand nous étions petits, nous serions plus savants que qui que ce soit sur la terre. Mais autant en emporte le vent, parce qu'il n'y a rien de commun entre nous. Le professeur voltige de branche en branche, ses réflexions ne se rattachent à rien de fixe dans ma tête. J'oublie ce verbiage et lui aussi. Le plus savant des savants serait un professeur qui aurait retenu tout ce qu'il a dit, ou un auteur qui saurait tout ce qu'il a écrit. Le moyen de rendre les collèges utiles serait donc d'y introduire l'enseignement universel. Alors, s'il fallait le résumer, quand je lis ce, ce texte que je trouve tout à fait fabuleux et qui invite, finalement, qui délivre des suggestions, des conseils pour faciliter non seulement l'acquisition des connaissances, mais également la rétention d'informations. Une rétention d'informations et où il donne des, des clés, des indices, oui, des clés sur qu'est-ce qui va favoriser organiquement la rétention de ces informations, aussi différentes qu'elles soient. Moi, si- lorsque je lis ce texte, il y a cette phrase qui me vient, c'est choisissez un livre et utilisez-le comme toile de fond pour chaque apprentissage que vous ferez. C'est-à-dire que ça serait l'idée, ça serait donc de véritablement choisir soi-même en fonction des centres d'intérêt, des questions que l'on se pose, de choisir un livre que l'on va prendre le temps de maîtriser, c'est-à-dire vraiment de regarder les concepts qu'il y a, de regarder en détail et d'en produire une connaissance, d'en faire des fiches aussi, des fiches qui seront retrouvables, mais d'en produire une connaissance, une vraie connaissance fine sur laquelle on va pouvoir ensuite interroger le monde. C'est-à-dire, c'est l'idée de mettre en rapport, l'idée de faire des liens. Nous, on a souvent une façon qui est peut-être, qui est peut-être pas à notre avantage, qui est de catégoriser. De catégoriser par thème. Or, dans différents thèmes, par exemple, on peut le voir, on l'a vu certainement, on l'a vu quand on était à l'école, qu'on peut retrouver un même sujet, mais qui sera abordé de manière différente en français, en histoire géo et peut-être même, en expression orale, en poésie, enfin ou en anglais aussi, où on va revoir, les mêmes idées, le même objet et dans lequel justement on va pouvoir faire des parallèles et on va aller au-delà de la catégorisation, on va pouvoir rassembler des données et même questionner. Questionner, c'est-à-dire lorsque, on verra dans une information, il y aura une information,
donner la première qui va venir ancrer, qui va venir peut-être être un sol, une base, qui va être une base et sur laquelle avec cette base, nous allons pouvoir questionner et quand nous allons recevoir un nouveau, j'allais dire une nouvelle terre, nous allons recevoir, de nouvelles semences ou nous allons recevoir de nouvelles données, donc nous allons pouvoir interroger et demander, ça, comment ça s'intègre avec ça? Est-ce que ça contredit? Est-ce que ça précise? Est-ce que quel est le rapport? Où on interroge et où aussi quelque part, on est en train de fabriquer de la pensée, on est en train d'élaborer notre pensée. C'est-à-dire, on est en train de penser en direct, on ne fait pas que uniquement comme, comme dans un cours classique où on va peut-être recopier, ce que l'on entend et où on recopie peut-être, c'est les fonctions exécutives qui sont à l'œuvre ici, mais où peut-être l'esprit vagabonde est ailleurs. Là, ici, l'esprit est mobilisé et parce que cet esprit se mobilise et qui se mobilise autour d'un sujet qu'il a vu et qui le passionne aussi, il va pouvoir faire raccrocher un certain nombre d'informations et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise le terme enseignement universel. Alors, pour moi, à ce stade, je ne sais pas exactement de quoi il veut parler quand il dit enseignement universel. Mais de ce que j'imagine par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ce qu'il nous a dit dans ce texte, eh bien, c'est que universel, c'est-à-dire que ça sort d'un champ. On va pas rester sur un champ, ça va pouvoir interroger sur d'autres types de champs. Je vais vous donner un exemple et vous avez certainement remarqué que j'ai un certain attachement avec, les travaux de Serge Bamard qui est «L'empêchement de penser» et avec ces travaux qu'il a fait, je peux souvent et peut-être que vous avez remarqué que je le fais aussi dans mes bric-à-brac d'idées, c'est que je fais aussi des parallèles avec d'autres idées qui viendraient qui pourtant, n'intervenaient pas sur le même sujet. Parce que Serge Bamard, c'est souvent, heu, sur la question de décrochage scolaire, enfin ça concerne en tout cas des personnes. L'idée en fait, c'est de recruter les enfants qui sont en décrochage scolaire. Mais derrière, c'est dans les travaux qu'il a fait, l'empêchement de penser, alors je vois, moi, là-dedans, que ça ne concerne pas uniquement ces enfants, qui sont en situation de décrochage. C'est-à-dire qu'il y a aussi, bah, d'autres enfants qui sont passés dans les mailles, qui ont eu, des bonnes notes, qui ont su, heu, répondre aux attentes, qu'il y avait, mais qui, dans les faits, des fois, n'ont pas compris les cours ou alors n'ont pas compris comment mobiliser, leur esprit dans tel endroit. Où il va y avoir des blocages, mais des blocages qui ne sont pas vus. Ou alors, de toute façon, les empêchements de penser, ça peut aussi arriver avec d'autres nouveaux apprentissages. Par exemple, quand on arrive dans la vie active, on fait face à d'autres problématiques avec, notamment avec la pluralité des personnes qu'il y a, avec, les salariés, où il peut y avoir des problématiques dont on a en plus du mal des fois à mettre le doigt dessus. Et ça aussi, ça peut entraîner Heu, puisqu'il y a un flou, ça peut entraîner un certain nombre de choses qui fait que nous allons pas réfléchir, nous allons pas pouvoir nous mettre en réflexion et nous allons développer peut-être des stratégies qui, au lieu, de nous amener à apprendre et à s'en sortir de cette situation, va nous amener, heu, à développer des stratégies qui ne vont pas nous servir. En fait, ça va être des stratégies qui va être sur, l'idée de se restabiliser psychiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on a des incertitudes, lorsqu'on a peur, lorsqu'il y a des émotions, lorsque un certain nombre de choses dont on ne comprend pas, si on ne se met pas en situation, si on n'a pas été initié, si vraiment la peur est très forte, eh ben, on peut aller dans des stratégies qui va, elles, avoir pour effet de de traiter la peur,
C'est-à-dire, ça va pouvoir, la personne va pouvoir se mettre un peu plus à l'aise par rapport à tout ce qu'elle ressent, mais qui ne va pas traiter le danger, qui ne va pas traiter le problème. Et là, quand je dis ça, je fais allusion aussi aux travaux, de Japet, je me rappelle plus de son prénom, peut-être Julien Japet, et qui parle, de l'appel à la peur, de l'efficacité que peut avoir l'appel à la peur, notamment dans le cadre d'un message pédagogique. Imaginons, pour, prévenir, pour faire des préventions sur les risques du tabac. Et il s'était questionné là-dessus. Donc il s'était questionné, là-dessus, quand est-ce que l'appel à la peur est efficace? Est efficace chez l'individu pour qu'il, réagisse favorablement, c'est-à-dire, qu'il se qu'il puisse, suivre les alertes qu'on lui dise et suivre les recommandations. Et là-dedans, il y a plusieurs éléments qui ont paru, et d'ailleurs, il s'appuie aussi sur, les travaux d'autres personnes, et je pense que j'aurai l'occasion, dans un autre live d'en parler. Mais on voit que cette efficacité va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre, ça va dépendre d'un certain nombre de choses, et pour pour allez, pour simplifier, c'est que si l'individu, lorsqu'il entend ce message d'alerte, s'il voit que les recommandations n'ont pas l'air efficaces, ou s'il y a pas de recommandations tout court malgré les aléas au risque, s'il y a rien en face, si ça c'est pas, et si lui il voit il peut pas, il est pas en mesure soit d'avoir, de déployer ces recommandations parce qu'il se sentirait pas efficace là-dessus, et bien plutôt que de répondre, plutôt que de suivre ces recommandations, de prendre en compte ces alertes, il va avoir un certain nombre de comportements, et notamment, par exemple, ça peut être la réactance, ça peut être le fait de de dénier que que ce scénario puisse lui arriver, ou alors le fait de dire, bah, que la personne en face, elle raconterait des bobards, qu'elle serait là pour, manipuler. Donc imaginons par exemple quelqu'un, parce que nous avons parlé hier d'emprise, imaginons quelqu'un qui arrive et qui dit à une personne, qui annonce à une personne, que le groupe dans lequel elle se trouve, bien, c'est une secte, il y a des dérives sectaires, il y a de l'emprise, et bien, la personne d'emblée, comme ça, si elle n'a pas s'il y a pas un certain nombre d'éléments qui va lui permettre de prendre des points d'appui, elle va pouvoir réagir et dire: «Mais c'est vous qui essayez de mettre de l'emprise sur moi en me disant ça», et voilà, il peut y avoir ce genre de choses, et là, c'est ce qui explique également les incompréhensions que peuvent avoir, des personnes quand elles disent: eh «Bien, on prévient les personnes, mais voilà, ils ne réagissent pas», et c'est explicable. C'est explicable. C'était s'il pas par un certain nombre de choses, et d'ailleurs, pour revenir à cette idée de traitement de peur au traitement de danger, il y a ça aussi, c'est cette tendance qu'a l'individu des fois, une tendance inefficace, c'est de plutôt régler ce malaise qu'il y a avec la peur, plutôt que de régler le danger. Donc j'aurai l'occasion de développer un peu plus tout ça dans un autre live. Revenons là, ici, sur le texte de Joseph Jacotot. Nous parlions donc de l'enseignement universel. Et là, je vous ai donné une illustration de comment moi, je prends, je vais aller, dans le monde de la psychopédagogie, je vais aller dans le monde, de la science cognitive, je vais pouvoir aller aussi dans d'autres sphères, dans le monde aussi, bah, du management aussi, où on va voir aussi des dysfonctionnements aussi, et je vais faire des liens, je vais faire des interrogations que je vais pouvoir ensuite préciser, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que, on est dans une masse de connaissances qu'on interroge et qui va pouvoir être interrogée, qui va pouvoir évoluer,
C'est-à-dire, il y a des idées qui vont pouvoir, dans le temps, se confirmer, se valider, s'invalider et ce qui est intéressant, c'est pas juste de valider ou d'invalider une idée, mais c'est de savoir pourquoi cette idée-là, elle est invalidée et pourquoi elle ne l'est pas et il y a tout un chemin, toute toute une excitation aussi parce que c'est surtout lorsqu'il s'agit de passion, parce que ce sont des centres d'intérêt. Là, on s'appuie sur les émotions épistémiques que ça nous procure et on mobilise, notre esprit et ça favorise, on parle souvent de pédagogie active, de différentes choses, mais ça justement, ça favorise, ce, cette, cette posture active, et puis ça favorise également la rétention d'informations, mais également la récupération. Parce que rétention et récupération ne sont pas la même chose et des fois on a stocké, on a bien stocké, on a mis dans des tiroirs, mais comme on n'a pas l'habitude peut-être de restituer les textes, eh bien, à ce moment-là, enfin de restituer les textes, les connaissances que nous avons, eh bien des fois ça reste ici, il faut faire un certain nombre d'efforts et quand on fait ça, quand on se questionne, on s'interroge, ça crée une espèce de flux, ça fluidifie quelque chose qui va permettre par la suite de reprendre. Il y avait par exemple, Sonka Arens, Prendre des notes intelligentes avec le système Zettelkasten qui l'a couplé avec ce qu'on vient de lire la texte de Jacques Otto, eh bien, c'est incroyable parce que ça va permettre de stocker, mais pas juste de stocker, pas juste d'archiver, mais de créer vraiment une masse d'informations critiques dans laquelle on va pouvoir mettre des liens dans les idées et par la suite, c'est-à-dire que lorsque, à chaque fois, on fait entrer une information, on a ce réflexe de se demander, d'interroger cette nouvelle donnée au regard de ce que nous avons déjà vu précédemment. Et de faire ça pour chaque nouvelle information et ça crée une discussion, j'allais dire, en dehors de soi ou oui, un peu en dehors de soi aussi parce que ça permet d'y revenir. On commence à mettre une couche et puis par la suite, à chaque fois qu'on verra une information nouvelle, on va pouvoir, voir ça et faire, révolutionner aussi nos idées. C'est-à-dire, challenger nos idées. Nous avions des idées premières, il y avait, la première information, l'ancrage et puis il y en a d'autres qui ont fait d'autres découvertes et qui viennent peut-être mettre à mal ça ou alors qui viennent, questionner sur, un certain domaine, mais qui va dire: «Voilà, dans ce domaine-là, non, c'est ça sera plutôt autre chose» et là, on va pouvoir vraiment imbriquer. C'est vraiment comme on est comme un enquêteur. Il y a toute une passion qui se crée et là, on voit bien la différence de l'enfant ou l'adulte ou la personne qui prendrait passivement les choses et qui sans les mobiliser. Parce que l'intérêt, c'est aussi que toutes ces connaissances et qu'elles puissent transpirer et qu'on puisse produire, quelque chose avec dans dans le monde réel, au-delà de la théorie aussi, mais c'est d'en faire aussi quelque chose, heu, de pratique. Donc là-dedans, puis il y a cette phrase provocante aussi: «Tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre». D'ailleurs, je vais la relire. Il le dit: «C'est mon opinion. Il est vrai, cette opinion m'a dirigé dans la succession des exercices qui composent l'ensemble de la méthode et voilà pourquoi je crois utile de poser en principe: tous les hommes ont une intelligence égale. Ce n'est pas là la maxime de tous nos savants, mais c'est celle de Descartes et de Newton. Ce qui pourtant ne prouve rien. Cependant, dira une critique, si votre méthode est basée sur ce fondement fragile, la base croulant, l'échafaudage, c'est-à-dire la méthode, doit s'écrouler aussi. Je pourrais répondre aux critiques, si ma méthode conduit à un résultat satisfaisant, la vérité de ce fait ne dépend pas plus de mon opinion que de la vôtre. Quand je ne démontrerai pas clairement que la route doit conduire au but, il ne s'en suivra pas que je ne l'ai pas atteint. Et là-dedans, ils montrent bien
c'est vraiment un raisonnement assez drôle aussi parce que, voilà, il le précise, il vous dit c'est son opinion et ensuite il invoque d'autres auteurs qui sont Descartes et Newton et mais il le dit bien, ça ne prouve rien. Oui, parce que sinon ça serait faire aussi peut-être un argument d'autorité aussi quelque part et donc mais et donc il va un peu jouer à dire, s'il y a une critique et que ça s'écroule, eh bien quelqu'un par exemple dira que ça donc la méthode, va s'écrouler aussi. Après on peut aussi imaginer si la méthode, bah, elle fonctionne. Si la méthode elle fonctionne, est-ce que ça veut dire aussi, bien finalement que c'est vrai aussi de dire: «Tous les hommes ont une intelligence égale» et là-dedans, finalement la question peut-être ce n'est pas de se demander est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mais c'est peut-être souhaitable d'y croire parce que permet ça permet de se mobiliser autour d'un certain nombre d'inventions pédagogiques, autour, de et puis je dirais aussi que ça évite cette problématique dont on a parfois parlé et je crois nous en avons parlé hier aussi dans le dernier live, de le l'effet golem qui est, de parce qu'on imagine quelqu'un pas capable de quelque chose ou qu'on ne voit pas ses capacités. Et dans la façon dans laquelle on va réagir avec lui, de ce qu'on va lui dire, de comment on va le questionner, de comment on va le mobiliser, ça va avoir un effet négatif sur cette personne. Ça va avoir un effet où c'est alors que cette personne avait des capacités, alors qu'elle pouvait faire des choses bien, ou alors aussi qu'elle pouvait progresser, eh bien, ses performances vont être réduites. Mais sinon, il y a aussi cette histoire d'invention pédagogique. C'est si on se dit: «Tous les hommes ont une intelligence égale», c'est reconnaître, à chacun ce principe même d'éducabilité. C'est reconnaître, à l'autre, malgré sa particularité, qu'il a lui aussi cette possibilité de s'instruire. Et là, ici, dans cet écrit, il parle de cette instruction par le livre et j'aime bien aussi cette petite provocation là, si ce peu de mots ne suffisent pas aux savants, je crains qu'ils ne me comprennent pas davantage en continuant sa lecture, car je ne dirai pas autre chose que ce que je viens de dire. Et je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé à la lecture, de ce texte. Peut-être que vous avez des avis, votre opinion aussi. Partagez en tout cas en commentaire votre position de ce que vous en pensez, si vous avez déjà entendu des idées similaires ou même des idées contradictoires. Parce que par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du CTE Castagne, j'ai aussi entendu également des critiques autour de ce système où pour certaines personnes, elles ont dit que, enfin, elles avaient eu cette illusion que ça les aidait, mais que par la suite, finalement, c'était pas quelque chose qui les ont aidées elles, qui les ont aidées elles. Et donc après, je ne sais pas plus sur le raisonnement, si c'est dû à une, une incompréhension peut-être une mauvaise exécution, une mauvaise application de la méthode ou alors, le fait de ne pas avoir trouvé comment la mobiliser avec, sa propre façon de fonctionner. Ou si peut-être véritablement pour des personnes, ça n'est pas ça ne les aide pas peut-être. Peut-être que ça crée peut-être trop de stress. Parce qu'il est vrai que c'est une méthode qui est particulièrement intéressante, mais où la courbe de l'apprentissage, elle est rude. Dès le départ, elle est rude si on n'est pas initié, si on ne s'est pas habitué. Déjà, si on ne s'est pas habitué à faire des fiches,
et que là, on commence, on va apprendre à faire des fiches, mais même pour la personne qui est habituée à faire des fiches, peut-être qu'elle a pas cette, cette habitude de dialoguer avec l'ensemble des connaissances, de faire, ce dialogue-là, des idées, cette confrontation ou alors même ce ralliement, qui peut y avoir. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, me faire part de vous, qu'est-ce que de qu'est-ce que vous en pensez? Donc on dit bien: «Sachez un livre, rapportez-y tous les autres. Voilà ma méthode» et je trouve que ce sont des idées vraiment intéressantes à diffuser parce que je rencontre, beaucoup de personnes où, voilà, elles me disent qu'elles lisent des livres et notamment je connais enfin, j'ai rencontré une personne qui dit voilà, qui disait qu'elle, lisait, 50 livres par an, ce qui est formidable. Mais au moment où je lui demandais, beh, de quel livre il s'agissait, il n'était pas en mesure de me dire et ça, je vraiment trouvé ça c'est assez étonnant et voilà, quand on voit cette difficulté qu'a l'autre à nous dire, quel genre de livre il s'intéresse, à ne pas à ne pas nous à ne pas réussir à nous communiquer les thèmes qui l'intéressent ou alors, au moins un titre, mais on peut trouver ça vraiment étrange et pourtant c'est une situation enfin, on pourrait croire que c'est un mensonge des fois et or, j'ai connu également des situations comme ça, où c'est pas forcément un mensonge, c'est pas forcément un mensonge, c'est que la personne, en fait, en réalité, elle consomme elle consomme la chose et ensuite en fait, c'est-à-dire elle s'émerveille au moment T, mais il n'y a rien qui reste finalement parce qu'il y a pas soit il y a pas d'écrit qui est fait, pas de réflexion et donc c'est un peu dommage parce que la connaissance, bah, elle part finalement, elle part, alors elle est difficilement récupérable, elle est difficilement mobilisable et là, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vivre finalement une expérience à un moment et ensuite, ben, l'oublier quelque part et ne se mettre en incapacité de les utiliser. Or, les livres sont là aussi, bah, pour nous nourrir, pour nous faire réfléchir, pour nous faire progresser dans notre vie et on a intérêt à captiver, oui, à capturer les idées que l'on croise, à capturer les idées que l'on croise et j'aime beaucoup l'idée dont il parle, hem, Joseph Joseph Jacotot, du collège. C'est-à-dire alors au moment où on quitte le collège et bien, on n'est pas savant et puis enfin, moi j'ai bien vu, il y avait ce système où on va apprendre et une fois que la note est mise, eh bien ça y est, on a on a tout oublié et ça, eh bien c'est dommage d'être dans un système comme ça. Tout c'est-à-dire, je préfère aspirer, je préfère être un passeur de connaissances, pouvoir être un passeur de connaissances qu'une passoire de connaissances. C'est-à-dire d'être là avec, là et que tout s'en va. Tout s'en va, c'est-à-dire ça passe et puis ça part. Puis oui, il y a bien des bribes, quelques bribes qui restent, mais ce n'est pas aussi celui qui, par exemple, qui aura adopté ce système et qui se serait mobilisé autour, par exemple, d'une idée qui aurait, agglutiné ensemble les idées. Et lui, il va avoir un avantage concurrentiel sur, l'autre personne qui va lire pour le plaisir immédiat, mais qui, par la suite, bien ce qui reste peut-être, ça va être soit ça va être une petite idée, une idée, comme ça, mais ou alors plus rien, ou alors plus rien. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est je l'ai vu dans les expériences, pas que uniquement
avec, le rapport au livre. Je l'ai vu, je me souviens quand lorsque j'étais enfant et que je questionnais mes camarades quant aux jeux vidéo qu'ils avaient parce que moi j'étais, alors aujourd'hui je joue beaucoup moins, mais j'étais en tout cas passionnée des jeux vidéo et moi je connaissais tous les jeux vidéo que j'avais et quand je demandais, eh bien ils arrivaient pas à me dire quel jeu vidéo ils avaient. Je trouvais ça étonnant, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Moi quand j'en ai, alors j'en avais pas beaucoup, mais quand j'en avais, eh beh, je me rappelais, c'était emblématique et j'avais et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une mémoire, je garde une mémoire de ça, de ce que c'est. Pour les connaisseurs, il y avait Zelda Ocarina of Time. C'est pour moi, ça serait impensable de ne plus me rappeler et j'arrivais pas à comprendre que ces personnes-là, ils voilà et en fait, c'est parce qu'il y avait un rapport, j'arriverai peut-être pas à mettre le mot, mais en tout cas, moi, je le vois comme une consommation, quelque chose où on fait un peu dans l'instant et après, c'est voilà, on oublie et moi, avec mes jeux vidéo, je crée aussi par la suite. Ça nourrissait mon imagination parce que, j'avais également des contraintes. Mes parents, à certains moments et ben, cachaient, la console, donc la Nintendo 64 était je ne sais où et donc je ne pouvais pas jouer et donc je prenais des fois le mode d'emploi et j'utilisais toutes les idées que j'avais pour, créer des histoires, créer des jeux. Des jeux où je faisais interagir aussi d'autres personnes et où eux aussi, beh, ils arrivaient à entrer dans ce monde. On crée ce monde ensemble par la suite et donc il y avait, toute une histoire, c'est-à-dire oui, consommé, mais j'ai aussi créé quelque chose. J'ai aussi créé un monde dans lequel j'ai intégré ces personnages et je me suis mise moi aussi et ça aussi, ça crée, bah, des situations mémorables où, bah, on est heureux. Je suis heureuse rien que d'y repenser. Même si pour quelqu'un qui entend ça, ça peut peut-être paraître bête, mais quelle enfance finalement, quelle enfance! Et donc j'étais dans l'incompréhension quand quand je voyais cette, incapacité de l'autre à me donner un titre et je voyais bien que c'était pas du mensonge parce qu'il y avait une forme d'agacement et c'était pas un agacement, c'était un agacement parce que justement je crois, ça c'est une hypothèse, mais pour moi c'était un agacement plutôt, parce que je posais des questions, qui venaient qui venaient, en fait qui obligeaient à aller chercher quelque chose au fond dont il avait pas envie, dont il a pas envie et dont où, il faut faire un effort si par exemple il y a pas un circuit qui est mis en place. Et donc je disais, il y a pas que dans le monde des livres, ça concerne aussi, mais là je vais parler des jeux vidéo, mais ça je l'ai vu aussi pour, les vacances, pour les expériences, en vacances où, eh bien les personnes elles font un certain nombre de choses, mais ensuite, elles oublient. Elles oublient qu'elles ont fait ça. C'est-à-dire si elles ont fait et là, c'est là que les photos vont pouvoir, si elles en ont fait, vont pouvoir, rallumer des souvenirs. Mais voilà, elles font et ensuite, elles oublient ce qui a été fait et oui, ça peut être étonnant selon les rapports que l'on peut avoir, selon, notre façon à nous de 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 célébrer nos expériences ou soit de passer au next. D'autant plus que c'est vrai aussi que l'accumulation d'expériences aussi fait oublier, enfin ça favorise aussi, cet oubli parce que c'est sain aussi d'oublier et c'est je pense que c'est aussi en partie pour ça que certaines personnes ont créé des journaux intimes. Ça permet de se rappeler, de se remémorer des expériences parce que des fois on a d'autres expériences, mais on a oublié par où on a commencé et de le revoir, ça peut faire un choc. Ça peut faire un choc de dire: «Mais oui, oui, c'est vrai, j'avais fait ça» et je vais faire un parallèle avec dans le monde du coaching où il y a nombre de personnes qui accomplissent vraiment qui ont des réussites particulières, qui accomplissent des choses importantes et voilà, ça se passe, il y a peut-être un petit
peut-être alors est-ce que c'est célébré ou non? Peut-être, vite fait, mais que par la suite et bien c'est next et la personne va se mettre dans un autre projet et ce projet accompli est un peu oublié et la personne ne se rappelle plus de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a fait et c'est quand elle est ramenée à s'exprimer sur, notamment des problématiques, puis, eh bien, à un certain moment, il y a quelque chose qui se relève, c'est que, bah, en fait, elle a fait elle a fait plein de choses et moi, il y a une expression que j'ai vue revenir plusieurs fois, qui est celle-là, qui est: «C'est comme si je suis montée sur,» alors je sais plus c'était quoi, le Mont Blanc ou une montagne, enfin, je suis montée sur quelque chose et je suis redescendue sans y poser mon drapeau et ça veut dire, voilà, j'ai fait un truc incroyable qui m'a demandé des efforts, qui m'ont mobilisé mais qui par la suite, bah, je suis partie. Et moi, j'ai des profonds regrets, par exemple, à la fois pour, le collège, le lycée, enfin, même si le lycée, il y a beaucoup de choses qui sont restées, comme, enfin, tout ce que j'ai aimé en lien avec, les siècles des Lumières. Mais, voilà, il y a un certain nombre de choses, bah, j'aurais été heureuse de pouvoir remobiliser aujourd'hui. Je me dis: «Mais c'est dommage parce que c'est parti et si j'avais eu une autre méthode, une autre façon d'apprendre, eh bien, quel savant j'aurais été aujourd'hui!» C'est-à-dire j'aurais pu faire en fait, en fonction de ce qu'on a, on va pouvoir mobiliser et produire un certain nombre de choses. Alors, moi je considère que le regret, en tout cas dans cette situation, dans ma situation là, bah, c'est une chance quelque part parce que, bien, j'ai ce regret de hier, mais aujourd'hui, bah, je peux faire différemment. Je peux faire différemment et c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que j'invite aussi à faire et je suggère aussi à mes clients de le faire aussi, de voilà, de mobiliser ses connaissances, de mobiliser et de s'interroger aussi et de s'interroger aussi avec les centres d'intérêt que l'on a et pas que. C'est-à-dire, on part de ce parce qu'on parle d'enseignement universel, c'est pas juste un petit intérêt spécifique, un petit intérêt égoïste, c'est en fait un petit intérêt là, qui était là, peut amener très loin, peut amener en fait, ça amène à s'ouvrir, à être plus curieux, à poser des questions et aller dans des trucs où, on n'imaginait pas. Moi, par exemple, des fois, j'aime bien faire aller à des événements où, bah, je ne suis pas forcément, spécialisée dans le domaine. Par exemple, je suis allée dans l'architecture, dans un événement, en lien avec l'architecture et voilà, je m'y connais pas. J'ai pas fait des études d'architecte. Moi, j'ai fait des études de droit. Je me suis formée aussi au coaching professionnel et mais par contre, j'ai pas fait de j'ai déjà rencontré des architectes, oui. J'ai déjà, mais je n'ai pas je ne connais pas. Mais donc je suis partie et donc j'étais allée aussi, bah, avec Frédéric et ce sont des endroits très intéressants parce que ces architectes, alors déjà on apprend qu'il y a plusieurs architectes, il y a des architectes d'intérieur, mais aussi d'autres encore, et ils vont pas avoir les mêmes questions. Mais les questions qui se posent sont carrément intéressantes. Il y avait En fait, ça interroge, beaucoup de choses sur, le domaine public et je me rappelle qu'était évoquée la désertification. C'est-à-dire, en fait, c'est incroyable parce que moi, d'emblée, je me serais pas dit que l'architecture va participer à ça ou non, à cette désertification-là. Enfin, bien sûr, il y a, il y a plusieurs facteurs, il y a d'autres facteurs. Par exemple, avait été évoqué aussi le fait, qu'il n'y ait pas de transport en commun, à certains endroits et si on n'a pas de voiture, alors qu'avant les personnes, elles marchaient pendant des heures et ben, aujourd'hui, en fait, on est passé sur un autre système et donc
il y a des endroits où les personnes ne vont plus vraiment habiter, ils vont se rapprocher plutôt des villes. Bon ça, voilà, ça oui, on sait. Mais voilà, il y avait un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées qui dont la façon dont ils présentaient, c'était intéressant de voir, leur vision, les questionnements dont ils se posaient. Il y avait aussi du lien avec le terroir aussi. Mais quel lien entre l'architecture et les terroirs? Mais en fait, c'est formidable. En fait, j'ai envie de dire, ça aussi, c'est un exemple aussi, ben, d'enseignement universel et quand on et parfois en allant voir ailleurs, on retrouve quelque chose dont on connaît. Et bah, parfois pas, parfois mais alors, si à ce moment-là, parfois pas, ça crée un autre sol sur laquelle, quand on va aller à notre expérience, on va pouvoir mobiliser, on va pouvoir et le fait de pouvoir mobiliser ça, ça permet aussi, bah, de créer des conversations aussi stimulantes avec, d'autres personnes ou alors qu'on ne partage pas, les mêmes métiers, les mêmes spécialités, eh bien on peut avoir un terrain où on peut construire une conversation, où on peut et où des fois la personne est surprise que vous connaissez certains éléments, «Mais comment tu connais ça?» et ça crée des petits, voilà, je trouve des étincelles de vie. Voilà, je dirais ça, des étincelles de vie. Donc tous les hommes ont une intelligence égale et peuvent s'instruire par le livre. Donc il y a ici le média du livre et j'en ai parlé, il y a d'autres médias aussi. J'ai parlé aussi du monde des jeux vidéo. Moi, le monde des jeux vidéo, m'a fait encore plus aimer la Seconde Guerre mondiale, puisque moi je jouais à Medal of Honor pour les gens qui connaissent ou Call of Duty, donc ça m'a été utile dans mes cours d'histoire, géo et même, j'ai entendu aussi une personne qui disait, qu'elle pouvait parler avec une autre personne qui était aux États-Unis et qu'en fait, elle avait aidé à l'autre personne à se repérer aux États-Unis parce qu'elle avait joué à GTA. Bon, c'est plutôt particulier, mais c'est voilà, c'est assez amusant. C'est une fun fact, comme on dirait. Voilà, donc je terminerai ce live ici. Je vous remercie de votre écoute et bien, je vous dis à très bientôt. C'était notre bric-à-brac.